termine le tour des productions par les Caprins avec Claire-Lise Fagion. Merci. Merci à tous. Donc Claire-Lise, Institut de l'élevage, je travaille avec Emmanuel sur le service économie d'exploitation. Donc je travaille principalement sur la microéconomie des exploitations et plus précisément avec le réseau Occitanie Caprin, que je souhaite comme Carole remercier parce que sans eux, on n'aurait pas toutes ces données. Et donc, il y a le réseau dans son ensemble, mais il y a aussi tous les techniciens et conseillers de l'ensemble de la région. Quand vous saisissez des coûts de production, c'est grâce à vous qu'on peut compléter aussi nos données. Voilà. Du coup, la filière, voilà. Du coup, un peu pour situer la filière caprine en Occitanie, parce que en fait, ça me fait rire un peu le graphique qu'on a vu au tout début, le tout premier graphique, on a le nombre d'exploitations, et on est tout petit. Mais on est tout petit, mais on est très costaud. Donc du coup, je vais vous présenter un peu ces caractéristiques. Au niveau Occitanie, en plus, on est encore un peu plus costaud que la France, parce qu'il faut savoir qu'en France, le nombre d'exploitations en caprin reste assez constant, voire augmente un tout petit peu. En Occitanie, on a de la chance, il augmente. Donc on a un nombre d'installations qui augmente, avec plus de 14% d'exploitation sur les 10 dernières années. Pareil en bio, la même augmentation. Et pareil, on a aussi une augmentation du nombre de chèvres. En fait, on a des tendances, par contre, c'est des systèmes spécialisés. On a des exploitations qui vont aller de plus en plus vers des systèmes diversifiés, principalement en bovin, avec des bovins viande, mais aussi avec des ovins lait et des ovins viande. Et vient en ce moment aussi l'installation avec des granivores. C'est une filière en Occitanie qui a une image plutôt positive et du coup, la demande dans le lait augmente et donc on a face à tout ça une augmentation du nombre d'installations. Si vous voulez voir un peu la taille de la filière par rapport à la France, il faut savoir que l'Occitanie produit 12% du lait français et 13% de la fabrication de fromage. Alors, pour les diapos, il y a eu un petit couac dans le sens où ce que vous avez sur le document, ça ne va pas être les mêmes chiffres, puisqu'en fait, je m'étais arrêtée dans le document sur les fermes qui ont été traitées par le réseau Inosis, ce qui ne faisait pas beaucoup en échantillon. Du coup, j'ai élargi et j'ai mis dans la présentation que vous allez voir là, toutes les fermes avec les coûts de production, donc de l'ensemble des conseillers de l'Occitanie. Du coup, ça m'a permis d'augmenter l'échantillon. Ça ressort à peu près, c'est pas les mêmes chiffres, mais ça montre exactement les mêmes tendances, mais ça permettra de montrer le travail de l'ensemble des partenaires. Du coup, donc comme je vous l'ai dit, cette filière, elle a une caractéristique spécifique contrairement aux autres, c'est que en fait, on ne peut pas travailler sur une typologie de lait. On est obligé de séparer les fromagers des livreurs. Donc c'est vraiment la particularité. Donc automatiquement, je vais traiter ces deux typologies de façon différente. Et au niveau des fromagers, il faut savoir qu'on a deux typologies aussi, principales en Occitanie. On a les petits fromagers de petite taille qui vont être sur des systèmes plutôt au niveau des massifs et au bord Méditerranée. On a des fromagers un peu plus gros qui, eux, vont vendre, alors que les premiers, c'était plutôt du circuit court, vont vendre dans des circuits un peu plus longs. Et après, la troisième typologie, donc, sont les livreurs. Pareil, en bio, je n'ai pas de données, on n'a pas assez de fermes aujourd'hui pour pouvoir faire une typologie Occitanie en bio. Du coup, voici les chiffres. Alors, avant les chiffres, je vous montre la première typologie. C'est une petite exploitation, moins de 60 000 litres de lait. Nombre de fermes représentées 9. Ce sont des exploitations avec à peu près 2 UMO qui sont principalement des exploitants. On n'a pas de salariés sur ce type d'exploitation-là, du moins un petit peu. Et ce sont des exploitations qui vont être principalement développées sur des cultures fourragères. On a très peu de céréales et en fait, on va pouvoir aussi c'est assez proche de ce que vous avez sur la diapo papier. Ce sont des systèmes qui vont tendre vers des systèmes pastoraux. Donc au niveau de la production de lait, on est à 20 000 litres par UMO. À votre avis, alors déjà dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec des exploitants caprins? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Je vois s'il y a des conseillers techniciens en caprin. Merci. Donc, c'est bien, il y en a quand même un peu plus que ce que je pensais. C'est bien. Du coup, même
Même si vous n'êtes pas conseiller caprin, je pense que certains d'entre vous peuvent savoir, est-ce que vous imaginez par rapport à tout ce que vous venez de voir ce matin sur le coût de production, finalement, caprin fromager, quelles sont les charges qui vont en fait bien augmenter, puisqu'on est un peu différent des productions livreurs. Est-ce que vous avez une idée? Pardon? L'électricité, merci, en effet. Ça fait partie des charges. Et pourquoi l'électricité? Parce qu'ils transforment, exactement. En fait, ça va être les charges de transformation, vont avoir aussi un impact sur leur coût de production. Donc, je vous montre, hop. Du coup, par rapport à nos fromagers, qui sont des systèmes, je vais vous dire plus exactement, on est sur des systèmes, malheureusement, pas du tout autonomes. On est donc dans des zones de montagne reculées, où on a des terres qui sont valorisées que par les chèvres, puisqu'elles aiment, on ne peut pas aller les travailler. Et c'est les productions qui valorisent le mieux ces terres. Et en fait, donc on n'a que 28% d'autonomie en fourrage. Donc ça veut dire que tout le reste, il est acheté. Et en concentré, même avec ces 3 petits hectares de céréales, on est quasiment à 0%. Donc du coup, quand on regarde au niveau du coût de production, l'alimentation, c'est un des postes qui va augmenter, mais ce n'est pas le seul. Et le plus gros, ce qui paraît bizarre, ça va être la main-d'œuvre. Pourtant, on n'est qu'à 2 UMO des exploitants, donc ce n'est pas non plus aussi cher qu'un salarié. Mais en fait, là, il y a un effet dilution, dans le sens où, en fait, ils ne produisent pas beaucoup de lait. 20 000 litres par UMO, ça représente 650 litres par chèvre. Donc, ce n'est pas énorme dans la production laitière. Du coup, l'effet augmentation du coût du travail, ce n'est pas lié principalement à l'augmentation de la charge salariale, c'est lié au fait qu'on n'ait pas beaucoup de lait. Par contre, au niveau, donc, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux frais de transformation, ils sont dans la partie frais d'élevage. Et donc, frais de transfo, frais de commercialisation sont impactés par l'augmentation des charges de carburant. Et la frais bâtiment-installation, donc le rose, désolé, voilà. Le rose, c'est là où on va retrouver l'électricité. Donc ici, on a augmentation main-d'œuvre, augmentation liée à l'électricité, augmentation liée aux frais d'élevage, qui sont donc transformation et commercialisation, et quand même une augmentation liée à l'alimentation. Ça, c'est notre premier système. Deuxième système, donc exploitation un peu plus grande, avec plus de 6 000 litres de lait produit. Là, par contre, on a 4,5 UMO, dont 2 exploitants. Donc là, on va peut-être avoir des choses un peu différentes. Au niveau de la production de lait, on est à 750 litres par chèvre. Donc, un peu plus de production de lait. Au niveau de l'autonomie fourragère, on a 63% des fourrages qui sont produits sur l'exploitation et des concentrés 26%, grâce à la partie des cultures qui est plus développée sur cette exploitation. Donc là, je reviens vers vous. À votre avis, quelles sont les charges qui vont le plus augmenter dans ce système par rapport à ce qu'on a vu avant? Dans le sens où déjà, qu'est-ce qu'on aurait de plus à votre avis? Est-ce qu'il y en a qui ont vu? Pardon? La méca? Oui, la méca, à cause des céréales. Et d'autres? Le travail, exactement. Ça, c'est un principal point faible de ce système. En effet, le travail avec 2 salariés, étant donné qu'on est sur l'évaluation avec l'augmentation du SMIC, ça va impacter notre travail sur cette ferme. Donc là, comme on est un peu plus autonome en concentré, on a un peu moins d'augmentation sur la partie alimentation. Mais on se retrouve, bien entendu, avec une augmentation sur la partie méca, grâce ou à cause, à vous de voir, notre autonomie alimentaire sur les céréales. Au niveau frais d'élevage, mais on se retrouve toujours avec les mêmes, c'est-à-dire frais de transfert, frais de commercialisation qui sont élevés, et bien sûr la méca qui est fortement en augmentation. Le travail, désolé. Hop. Et enfin, le dernier typologie, ce sont les livreurs. Donc là, qui est un peu plus proche de tous les systèmes que vous avez vus précédemment. On est sur des systèmes à 2,5 UMO, c'est-à-dire beaucoup d'exploitants, un petit peu de salariat. Sur des systèmes qui sont à 80% autonomes en forage. Donc là, on est sur des systèmes beaucoup plus autonomes. On est passé du pas du tout autonome, moyennement autonome, très autonome, avec 80% de forage produits sur la ferme, 55% des concentrés produits sur la ferme. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ce système-là, le concentré, c'est quand même 50% de la ration. Dans le premier système, le concentré,
c'est que 36%. Donc automatiquement, si vous allez augmenter les charges de concentré, ça va impacter beaucoup plus notre ration et donc notre production sur notre coût de production de l'alimentation. Du coup, là, ce que vous voyez dans ce système-là, c'est flagrant. Même s'il est plus autonome parce qu'il en produit, le fait que la part de concentré est plus importante dans cette ration, on a une grosse augmentation de la partie coût alimentaire. Au niveau de la méca, comme tout à l'heure, parce qu'il est un peu plus autonome au niveau production sur la ferme, et par contre, le travail, il n'y a pas photo, ça représente une part moins importante que le coût de production. Pour finir, sur la partie coût de prod, je compare les 3 systèmes avec l'évolution donc sur les 2 dernières années, je cumule les 2 augmentations, et là vous voyez les choses flagrantes qui apparaissent, avec une partie rémunération, mais qui est principalement liée au fait, pour le premier groupe, qui est principalement lié au fait que c'est un système peu productif. La partie frais de transformation, oui, c'est ça, frais de transformation, et en plus, dans cette partie-là, toute la partie salaire. Donc c'est là où on voit qu'on a une grosse augmentation du deuxième système à cause des salaires. Et au niveau alimentation, oui, en fait, il augmente plus que les autres, parce qu'il n'est pas autonome. Et enfin, donc ça c'est les augmentations en valeur. On a donc ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, c'est que nos charges courantes sont quand même assez élevées sur l'ensemble du coût de production, surtout pour la partie fromager, plus gros producteur, avec quand même la partie augmentation carburant, engrais, aliments qui représente plus de 50% de l'ensemble de notre coût de prod. Les plus fragiles étant bien sûr les livreurs. Donc finalement, on a quand même une augmentation des matières premières qui a un impact assez conséquent sur nos systèmes dans leur ensemble, surtout la main-d'œuvre au niveau système fromager. Les livreurs, eux, ils sont plus impactés donc, par les matières premières et tout ce qui est engrais. Au niveau l'ensemble, et heureusement sur la filière, il y a eu, contrairement aux vins laits, on a eu une augmentation beaucoup plus récente. Ça a été cette année en 22, on est en 2022. Le prix du lait a augmenté d'à peu près 100 €. Bon, c'était en fin d'année, donc on verra 2023. Je ne suis pas sûre que ça couvre l'ensemble, malheureusement, mais ça couvre déjà une partie. On a eu aussi des aides qui ont permis d'aider surtout les éleveurs qui étaient moins autonomes, d'avoir un peu plus de produits. Et enfin, on a des fortes hétérogénéités liées à la sécheresse. Donc, comme dit l'ensemble de mes collègues, on a utilisé tous nos stocks 2022 qui étaient produits grâce à la magnifique année 2021. Mais par contre, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour 2023, même s'il a plu en automne, pour certaines zones, ça n'a pas suffi. Donc du coup, on verra ce que ça va impacter pour 2023 avec le fait qu'on ait consommé tous ces forages. Ensuite, il y a eu aussi des renouvellements de prairies liés à l'arrivée de cette nouvelle PAC aussi 2023 qui va tendre vers d'être le plus autonome possible sur la protéine. Donc ça a eu des effets aussi sur le renouvellement des prairies. Et malheureusement, il faut être clair, en chèvre, c'est un animal qui est sensible à l'aspect climatique dans le sens où on a sûrement une baisse de production pour 2022 parce que la chaleur a impacté fortement la production de lait et aussi la fécondité des chèvres. Voilà, merci beaucoup. Merci Claire-Lise. Voilà, donc on a fait le tour. Bon, pareil, est-ce que j'ai dit des bêtises, les collègues caprins? Bon, je pense que c'est bon. Bon, merci pour la pédagogie. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir le prix de revient pour les livreurs par rapport oui, le prix de revient. Prix de vente du lait, quoi. Alors, en prix de revient, on est à 850 et ils le vendent en moyenne 770. Donc, il manque 100 ouais, un peu moins de 100 €, 80 €. Et en fromager, on est au prix, on est en moyenne un prix du lait à 2 € et le prix de revient serait à 2,50 €. Ceux qui ne sont pas du tout autonomes. Donc les 100 € d'augmentation seront les bienvenus. Alors, ils sont, oui, tout à fait. Là, c'est clair, quoi.